Bonjour à tous et bienvenue sur LBTSMCO. Bienvenue dans cette vidéo, on va faire un quiz de révision sur la culture managériale, donc le management d'entreprise pour la CUGM. Le principe c'est 10 questions, on va y répondre, vous allez avoir à chaque fois quelques secondes pour y répondre et ensuite on fait la correction de ce quiz. Si ça vous intéresse, en description vous avez un lien vers mes 600 fiches de révision pour préparer et gagner du temps dans vos révisions. Je vous les conseille fortement, surtout à l'approche des examens qui arrivent très bientôt au moment où je tourne cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence par la première question. Alors, quelles sont les connaissances à retenir quand on parle de Igor Antsov? La prise de décision d'une entreprise dépend du type de décision, la chaîne de création de valeur, les stratégies de spécialisation, la matrice de la diversification. Et il existe 3 types de décisions, la stratégique, organisationnelle et opérationnelle. Donc, parmi ces connaissances, lesquelles concernent Igor Antsov? Les bonnes réponses sont les suivantes. Alors, la prise de décision, quand on va prendre une décision dans une entreprise, elle va dépendre du type de décision et de l'importance de la décision qu'on va prendre. En effet, il existe 3 types de décisions et c'est pour ça que je l'ai mis ici. Il y a des décisions qui sont stratégiques, des décisions qui visent à modifier l'organisation de l'entreprise et il y a des décisions opérationnelles, donc sur le terrain. Et enfin, pour Igor Antsov, il y a aussi la matrice de la diversification dans les stratégies d'entreprise. Donc il a établi une matrice en montrant qu'il y a diversification lorsqu'on va changer carrément de domaine d'activité stratégique. Deuxième question, quelles sont les connaissances et domaines à retenir pour Michael Porter? Les compétences fondamentales des entreprises, les 5 forces concurrentielles des entreprises, le processus décisionnel, donc l'IMC, les stratégies délibérées et émergentes, la chaîne de création de valeur, les stratégies globales et les stratégies de domaine. Donc comme Igor Antsov, il y a plusieurs connaissances pour cet auteur. Alors les bonnes réponses sont les suivantes. Pour Michael Porter, évidemment, il y a les 5 forces concurrentielles des entreprises, enfin les 5 plus 1 à retenir. Il y a la chaîne de création de valeur qui a pour objectif notamment d'identifier les FCS, donc les facteurs clés du succès de l'entreprise qui permettent de se différencier de sa concurrence. Et il y a les stratégies de domaine qui ont été définies par Michael Porter. Donc, par exemple, la stratégie de domination par les coûts, la stratégie de différenciation par le haut ou la stratégie de différenciation par le bas et les stratégies de niche. Troisième question, quels sont les 4 styles de direction qui ont été énoncés par Likert? Donc le style de direction autoritaire, paternaliste, délégatif, consultatif, entrepreneurial, participatif, optimiste. Il y en a 4 parmi cette liste de styles de direction. Alors les 4 styles de direction de Likert sont les suivants. Il y a le style de direction autoritaire, donc directif, le style de direction paternaliste, le style de direction consultatif où le manager il va surtout prendre des décisions en consultant son équipe, en leur demandant leur avis tout en restant maître de la décision. Et celui qui est le plus conseillé, c'est le style de direction participatif où on fait participer l'avis de son équipe, on prend en compte toutes les initiatives pour pouvoir progresser ensemble. Quatrième question. Quels sont les 6 rôles principaux du manager selon Peter Drucker? Donc parmi cette liste-là, il y a 6 rôles principaux du manager. Je vous laisse quelques temps pour pouvoir les définir. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir les 6 rôles du manager. Alors les 6 rôles principaux du manager sont les suivants. Il va devoir définir les missions de son équipe, donc organiser leur travail. Il va devoir fixer des objectifs qui sont atteignables pour son équipe, donc ce qu'on appelle l'objectif SMART. Il va devoir communiquer avec son équipe sur les informations internes de l'entreprise et les écouter aussi parce que l'équipe est au contact du client, donc il a des remontées et des avis de la part du client. Il va devoir former ses collaborateurs et il va devoir évaluer alors périodiquement, souvent c'est des évaluations annuelles, ses collaborateurs pour qu'ils puissent progresser. Donc ça va un peu avec la formation bien entendu
et avec la fixation d'objectifs atteignables. Parce que quand on fait un entretien d'évaluation, on va évaluer la personne pour savoir s'il y a des zones de formation à faire et à améliorer, et puis on va lui fixer de nouveaux objectifs à atteindre. Cinquième question, qu'est-ce que l'analyse bifactorielle d'Herzberg? Les bonnes conditions de travail permettent de motiver les salariés. Les bonnes conditions de travail permettent d'éviter la démotivation. Les facteurs moteurs permettent de motiver les salariés. Et les facteurs d'hygiène sont nécessaires au maintien de la motivation. Alors l'analyse bifactorielle d'Herzberg, elle se tourne autour de deux facteurs, les facteurs moteurs et les facteurs d'hygiène. Il y avait 3 bonnes réponses dans ce lot-là. Alors les bonnes conditions de travail, donc les facteurs d'hygiène, ils permettent d'éviter la démotivation. Ce n'est pas eux qui vont motiver le salarié, mais si il y a de mauvaises conditions de travail, ça va les démotiver. Par contre, s'il y a des bonnes conditions de travail, ils seront en bonne posture d'être motivés. C'est pour ça qu'on dit que les facteurs d'hygiène sont nécessaires au maintien de la motivation. Et les facteurs moteurs permettent, eux, de motiver le salarié. Donc là, les facteurs moteurs, ça peut être la prise de responsabilité, le degré d'initiative. Il y a le salaire aussi qui peut rentrer dedans, c'est un facteur moteur. De nouvelles primes, d'être formé, d'apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est des facteurs moteurs qui vont aider le salarié à devenir motivé et à venir au travail à 200%. Sixième question, qu'est-ce que le knowledge management dans une entreprise? Une nouvelle manière de manager les salariés, un style de direction basé sur l'initiative et le volontariat, une transmission des connaissances au sein de l'entreprise, une préservation des méthodes de travail et de la culture d'entreprise, ou une meilleure transmission des informations. Donc il y a plusieurs bonnes réponses à l'intérieur. Alors le knowledge management, il y a plusieurs bonnes réponses, il y en avait 2. Ça va permettre une transmission des connaissances au sein de l'entreprise et une préservation des méthodes de travail et de la culture d'entreprise. En fait, ça consiste par le biais notamment de l'intranet de l'entreprise, de former, de faire la passation des connaissances entre les anciens d'entreprise et les nouveaux recrutés. C'est là où on va permettre de stocker toutes les formations, toutes les méthodes de travail pour les inculquer aux nouveaux salariés pour qu'on puisse poursuivre avec la même culture d'entreprise qui évolue aussi en fonction du temps. Mais des fois, il y a des fondamentaux, des recettes qui sont propres à l'entreprise elle-même et qui font ce qu'elle est tout simplement. Donc il faut pouvoir transmettre ce savoir-là et ce savoir-faire. Et c'est ce qu'on appelle le knowledge management, le management de la connaissance. Septième question, quelles sont les connaissances et domaines à retenir pour Joseph Schumpeter, qui est un auteur incontournable? L'entrepreneur est au centre de l'économie, le manager est un maillon essentiel dans une entreprise, la chaîne de création de valeur pour identifier les facteurs clés du succès des entreprises, les types d'innovation dans l'entreprise ou le cycle de vie des produits. Donc à l'intérieur de mémoire, il y a 2 bonnes réponses. Alors Joseph Schumpeter, c'est un auteur incontournable et notamment il parle de l'entrepreneur, puisque oui, l'entrepreneur il est bien au centre de l'économie, il a défini en quoi est-ce qu'on va reconnaître un entrepreneur et typiquement le jour de votre examen on peut vous demander en quoi monsieur X est un entrepreneur et vous allez devoir énoncer qu'est-ce qui va le définir. Alors le manager non, c'est Peter Drucker qui a défini ça, la chaîne de création de valeur c'est Michael Porter, on en a déjà parlé et par contre Schumpeter il a aussi défini les types d'innovations qui existaient dans l'entreprise. Il a défini aussi ce qu'on appelle les innovations en grappe, c'est-à-dire qu'il va y avoir une grosse innovation, par exemple Internet, et ensuite grâce à cette innovation, il va y avoir plein de petites innovations qui vont arriver. Grâce à Internet, on a pu développer de nouvelles technologies et dans plein de secteurs différents. Donc il a défini plein de types d'innovations liées au marché, liées à l'optimisation des entreprises, liées au produit lui-même, enfin bref, il y a plein d'innovations possibles. 8e question, compléter la pyramide de Maslow. Donc, pour la pyramide de Maslow, en premier lieu, on a ce qu'on appelle les besoins physiologiques. Donc, ce sont les besoins primaires d'une personne. Le principe de toute façon de la pyramide de Maslow, c'est d'abord, la personne va chercher à satisfaire ses besoins en bas et puis au fur et à mesure, il va satisfaire ses besoins. Et dès qu'il a satisfait ses besoins plus haut, il va choisir ceux qui sont juste au-dessus à les satisfaire aussi. Ça, c'est vraiment le principe de base.
Donc on a les besoins physiologiques tout en bas, donc c'est les besoins primaires. On a les besoins de sécurité, donc sécurité financière, le fait d'avoir un toit pour dormir, de ne pas dormir dehors par exemple. Il y a les besoins d'appartenance, donc là c'est le fait d'appartenir à une communauté, à un groupe de personnes. L'être humain est une personne sociale et sociable notamment. Donc du coup, il cherche à rejoindre différents groupes en fonction de ses intérêts. Il y a le besoin d'estime, d'être reconnu pour ce qu'il fait, et le besoin de s'accomplir, donc s'accomplir professionnellement ou personnellement. Dernière question de ce quiz, donc question 9. Que dit Michel Crozier vis-à-vis du changement dans une entreprise? Alors, le changement est nécessaire pour les entreprises. Le changement se réalise en plusieurs étapes. La résistance au changement est normale. La résistance au changement se fait en plusieurs étapes successives. Les changements et restructurations peuvent être déstabilisants. Donc il y a une seule bonne réponse à l'intérieur. Donc cette question elle est super importante parce que en problématique managériale, vous pourriez avoir dans un contexte un changement de structure, un changement important dans une entreprise et vous allez devoir montrer comment se passe le changement, quelles sont les étapes. Et vous êtes susceptible du coup de rappeler cet auteur, Michel Crozier, qui dit tout simplement que la résistance au changement elle est tout à fait normale dans une entreprise. Un salarié, il a construit des habitudes, il a construit sa vie autour de son emploi, il a organisé sa vie par rapport à ce qu'il fait actuellement. Donc le fait de changer de structure, de changer drastiquement la manière dont fonctionne une entreprise, ça peut avoir un impact ultra important sur la vie de la personne à son échelle. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir une résistance qui va être tout à fait normale auprès des salariés. On arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de ce quiz de révision, j'espère que ça vous a plu. On a vu des notions essentielles du management, donc bien sûr il y en a d'autres que je vous conseille de réviser. Je vous conseille fortement mes fiches de révision aussi pour pouvoir préparer vos examens. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!